Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce que je suis contente de la tourner vu le concept? Je sais pas trop. En même temps, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui aime bien me confronter à des dilemmes, à faire face à mes propres limites et à faire les sacrifices les plus ardus. Donc ouais, je suis plutôt contente. J'espère que ce concept va vous plaire. En gros, dans ma vie, les passions qui m'animent le plus, c'est de lire des romans et de lire des mangas. Donc de lire tout court, mais en particulier les romans et les mangas qui me procurent les sentiments les plus intenses, les doses d'adrénaline les plus vivifiantes. Et c'est dur pour moi pour décrire tout ce que ça me procure en termes d'expérience, d'émotions, de philosophie, de réflexion, des personnages également. J'ai un amour fou pour certains personnages. Du coup, je me suis posé cette question pas du tout légitime parce qu'en vrai on s'en fout. Entre la team manga et la team roman, quelle team je choisirais, tu vois? Genre si je devais faire des sacrifices, à chaque fois vous verrez un manga vs un roman parmi mes préférés des préférés, parmi la perle des perles normalement, et je devrais choisir une œuvre que je conserverai dans ma vie et l'autre, et bah je vais l'effacer de ma vie, de ma mémoire, et je n'aurai plus aucune chance de croiser sa route, ce qui est horrible. Voilà. J'ai demandé à une amie de me faire un diapo. En gros, je lui ai envoyé les photos des différentes œuvres que je voudrais voir incorporées dans ce diapo là. Normalement, je lui ai envoyé une trentaine d'œuvres de romans et une trentaine d'œuvres de manga. Je lui ai dit fais juste une dizaine, une quinzaine de choix. Parmi ce choix là, bah elle en a fait un diapo et c'est elle qui a choisi quel duel d'œuvres elle va faire. Donc le diapo que voici, j'espère que ça a marché parce que j'ai jamais fait d'incrustation de deux vidéos en une fois. On verra pour Vavou, parce que Vavou c'est moi. C'est un surnom que me donnent mes amis, mes plus chers amis. Je suis excitée de voir qu'est-ce qu'elle a choisi de confronter et tout. Je lui ai dit en vrai fait au pif, mais peut-être qu'il y a quelques petits choix qu'elle a fait consciemment parce qu'elle s'était dit là c'est un choix plus intéressant à faire. Je respecte toujours le mot choix, mais c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, des choix. Et surtout des sacrifices. Et franchement je pense que ce sera la team manga qui va gagner parce que même si j'adore les romans, mais en général les mangas me procurent un sentiment de bouleversement plus long. Les souvenirs des romans s'estompent en général plus rapidement, plus facilement malheureusement, peut-être parce que bah, c'est en général des séries plus courtes hein, que les 100 tomes de One Piece. Donc en vrai je pense que ce sera la team manga qui va gagner, mais on verra. Et de toute façon si je dois jeter des romans de ma vie, ça ferait tout aussi mal. Donc let's go. Ok. Skate... Oh j'aime bien parce qu'elle a fait des animations en mode ça apparaît progressivement. Alors le premier, ok, Skate Dance ça commence fort parce que Skate Dance c'est l'un de mes mangas préférés. Toby Lawless. Ok, alors Skate Dance c'est genre un de mes mangas préférés ever, j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo. C'est un manga qui est très méconnu et c'est un manga qui a rythmé mon adolescence. C'est une histoire qui est immensément drôle, hyper parodique, absurde, avec un mélange d'émotions assez inattendues parce qu'au début tu te confrontes juste à des persos qui ont l'air totalement débiles et ridicules et en fait ils ont une profondeur. Il y a un personnage qui doit gérer ses traumas de manière tellement réaliste et c'est déroulé tout au long de la saga avec une fin en apothéose, une fin d'épanouissement mais tellement satisfaisant et je suis tellement fière de lui, c'est terriblement émouvant. Les liens entre les personnages, les messages, ça m'a vraiment inspirée, surtout que quand j'ai découvert la fin et que la fin c'était un message qui faisait écho à mon moi d'adolescent en fin de terminale, à la recherche du futur chemin à emprunter, là où à 18 ans l'horizon est tellement immense et large et t'as tellement de choix et t'es perdu. Skate Dance a été un véritable compagnon. Voilà, Skate Dance c'est hyper important, un de mes mangas préférés ever. Toby Lawless a révolutionné, je parle trop, Toby Lawless a révolutionné ma manière de voir la littérature jeunesse parce qu'avant j'étais en mode littérature jeunesse égale pour les enfants et en fait quand j'ai lu Toby Lawless à 16 ans j'étais tellement bouleversée et ça m'a tellement ouvert les yeux. Timothée de Fombelle a une manière tellement poétique et tellement humaine et poignante et douce amère et tendre à la fois de décrire l'aventure des personnages. C'est dur mais je pense que je vais rester sur Skate Dance parce que Toby Lawless ça m'apporte beaucoup mais moins que Skate Dance quand même. Skate Dance, la team manga a gagné hein, comme attendu. Monster. Ah merde, j'ai oublié de dire les noms des auteurs. Du coup, Skate Dance, c'était de Kenta Shinohara et Monster du dieu, du génie de Naoki Urasawa, qui est mon seinen préféré. C'est non mon deuxième seinen préféré. Bref, on s'en fout. C'est la vie. Bref, on verra. Non. Merde, j'aurais dû dire est-ce que j'ai un joker ou pas.
ça aurait été cool. Monster, j'ai essentiellement découvert en anime. Alors quand j'ai dit team manga, je dis team manga, team anime. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur mes mangas préférés, je le mettrai en barre d'infos si ça m'intéresse. Au niveau des thématiques, au niveau des personnages, de l'ambiance, je me lasse pas de regarder les épisodes parce qu'à chaque fois il y a quelque chose à dénicher encore pour faire le lien avec les aventures à venir, les thématiques qui se nourrissent du développement des personnages, des événements, des questionnements, avec tellement de profondeur, de complexité, de nuances et de vrai, de réel. Monster, c'est une toile de vie qui est sombre mais qui est réelle, qui est impactante, avec cette touche d'espoir aussi, tu vois. C'est pas tout noir, c'est plutôt gris, mais d'un gris qui tire parfois sur le blanc parce que c'est l'espoir qui renaît. Et je sais pas de quoi je parle. En fait, j'essaie de repousser le moment où je vais devoir faire un choix. Et Heaven of Vicious Blessing, c'est tout simplement ma saga de romans préférée. Voilà, de Mushin Tonsho. Ça regroupe tout ce que j'aime, tout ce que je recherche dans un roman, avec un héros qui est hyper attachant, qui est hyper gentil et dont on découvre petit à petit ses traumas et pourquoi sa gentillesse en fait c'est une force. Les personnages secondaires qui sont hyper construits, hyper fouillés, ils ont tous des arcs à eux et c'est une tragédie, d'une fatalité, d'une amertume, mais voilà. Et en même temps ils sont tellement attendrissants, t'as des relations de personnages, alors il y a une amitié dedans, c'est l'amitié la plus exquise, la plus déchirante que j'ai lue de ma vie, mais vraiment, et c'est un coup de sadisme pur et simple et ça te pose devant un dilemme moral, éthique, mais ça me fout droit. Et oui, les arts, non franchement ça m'a procuré tellement d'émotions, j'ai jamais autant pleuré, oh non je peux pas. Monster, Heaven of Vicious Blessing, alors imagine, non j'ai jamais regardé Monster. Qu'est-ce que ça m'enlève? Ça m'enlève Grimmer. Grimmer, c'est un personnage. Ouais, mais Heaven of Vicious Blessing, ça m'enlève tellement d'émotions. Ça m'enlève des personnages. Non, c'est pas possible. Et Heaven of Vicious Blessing est un personnage dans lequel je me reconnais énormément aussi. Monster, je suis en train de relativiser sur la valeur de Monster de ma vie. Hein. C'est horrible. Mais je pense que je garderai Heaven of Vicious Blessing et que j'enlèverai Monster parce que j'ai aucune raison de faire ça. On va voir au niveau des personnages. Genre dans Monster, j'aime énormément certains personnages, mais j'adore les personnages d'un point de vue analytique. J'adore les analyser, j'adore lire des analyses sur eux, j'adore les redécouvrir et tout. Ils ont une profondeur extrêmement poignante. Et Heaven of Vicious Blessing, c'est parce que c'est des personnages, je marche surtout à l'émotion. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour moi de garder? Je pense que j'enlèverais Heaven of Vicious Blessing parce que, en fait, les personnages dans Monster, en général, je suis pas forcément touchée par ce genre de personnage parce que je me considère pas comme quelqu'un, je sais pas comment dire, mais profondément analytique en fait. Ça dépend de mon mood, ça dépend de ma sensibilité à certains personnages. Et le fait que j'aime autant analyser les personnages de Monster, je trouve que c'est assez particulier, assez exceptionnel. Alors que Heaven of Vicious Blessing, il y a moyen que je re-rencontre ce genre de personnage plus tard dans d'autres œuvres, même si c'est hyper précieux ce que j'ai vécu avec Heaven of Vicious Blessing, on est d'accord. Mais je me vois en train de revoir, de relire Monster et pas forcément de relire Heaven of Vicious Blessing. Il y a tellement de choses également à déterrer et à trouver des petites parcelles d'humanité par-ci par-là. Et on a tellement en fait que à chaque instant de ta vie, il y a quelque chose qui va te toucher, tu vois. Il y a quelque chose que tu vas remarquer que t'as pas remarqué avant. Bref, je choisis Monster parce que je trouve que c'est une œuvre particulièrement riche et qui me touche particulièrement exceptionnellement. J'ai passé 100 000 ans. Alors, My Hero Academia de Kohei Horikoshi, publié chez Kiyun Shonen, qui est mon dernier coup de cœur de manga, hein. J'en ai pas mal parlé dans plusieurs des vidéos, contre Percy Jackson. C'est marrant parce que Percy Jackson de Rick Riordan, c'est ma première saga préférée de fantasy en quelque sorte, auquel j'ai vraiment accroché quand j'étais jeune. Et My Hero Academia, c'est la dernière saga de fantastique,
shonen, enfin tu sais, pour ados auquel j'accroche actuellement. Percy Jackson, même si c'est une saga hyper importante, hyper chère à mon cœur, du temps de ma jeunesse et aussi quand même maintenant parce que ça a vraiment fortifié mon attachement à la fantasy, mon engouement pour ce genre là avec des personnages incroyables, Nico D'Angelo. Mais Percy Jackson, c'est pas une saga coup de cœur, c'est une saga qui a de la valeur pour moi sentimentalement parlant, mais j'ai jamais été vraiment prise par l'aventure. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec comment Rick Riordan décrit l'action. C'est pas une de mes sagas préférées, c'est une saga auquel j'accorde beaucoup d'importance parce que voilà, j'ai grandi avec, mais voilà. Mais My Hero Academia, ce que j'adore avec cette œuvre, c'est la dimension très réaliste qu'il y a par rapport aux autres shonen, parce qu'on se situe dans la société actuelle, juste avec des super-héros, et ça va aborder les questionnements, mais de manière très proche de nous, comme le harcèlement scolaire, comme les violences conjugales, et c'est abordé de manière profondément humaine et très nuancée, et il y a quelque chose de très mature en fait. C'est des sujets profondément délicats à aborder parce que c'est des sujets qui sont hyper proches de nous, tu vois. Et c'est pas genre, je sais pas, le meurtre par exemple c'est grave, mais tu peux t'attacher par exemple à un personnage qui a tué des gens parce que c'est dans le monde de la fiction et puis il y a des raisons qui font que t'arrives à les justifier dans le monde de la fiction alors que là tu peux pas justifier les violences conjugales. Même si ça va développer les bourreaux, mais tu vas pas forcément t'y attacher et surtout tu vas le prendre comme un geste d'irrespect envers les victimes, les réelles victimes. Dans My Hero Academia ça excuse pas du tout facilement, ça va les nuancer, ça va expliquer leur fonctionnement humain, mais ça va pas forcément nous forcer à les pardonner et je trouve que c'est fait avec tellement de délicatesse et de pudeur et de sensibilité. Mais imaginons que j'enlève Percy Jackson de ma vie, c'est-à-dire que j'enlève... Oh putain non c'est pas possible. En fait j'allais dire bah évidemment que je choisis My Hero Academia parce que je suis vraiment touchée, c'est un réel coup de cœur, mais Percy Jackson ça représente un pan entier de mon adolescence, et puis il y a Nico D'Angelo. Ouais mais dans My Hero Academia il y a Bakugo et Bakugo c'est un personnage coup de cœur, j'ai autant aimé que Nico. Je vais prendre le risque d'effacer Percy Jackson de ma vie. Je sais pas comment j'ai fait quand j'avais abandonné My Hero Academia parce que j'avais déjà commencé My Hero Academia en 2015 et j'avais abandonné en cours de route parce que la suite m'avait lassée et je me suis dit que ça me correspondait plus, que ce serait trop peut-être un peu trop niais ou quoi, alors que non pas du tout. Et là je sais pas du tout comment j'ai fait pour avoir abandonné alors que ça m'a procuré tellement d'émotions et ça m'a surtout nourri en sens d'analyse des personnages parce que les personnages ils sont hyper intéressants à décortiquer et ça j'adore et ça me fait vibrer encore maintenant, tu vois, de penser au personnage, de me dire putain mais ce personnage existe. L'auteur a réussi à construire, à donner une densité tellement intense et humaine à ce personnage et ça m'est tellement précieux. Je regarde My Hero Academia, j'abandonne Percy Jackson, c'est horrible. La Rose de Versailles contre Kalam. Alors la Rose de Versailles comme Lady Oscar, ici de Ryoko Ikeda, publié chez Kana. J'ai surtout découvert en anime, j'avais adoré, vraiment au niveau historique, c'était... Putain c'était fou, c'était incroyable. Et la beauté, la poésie, je sais pas, il y a une sorte de majesté qui s'en dégage avec tellement de poignance, de fatalité, d'amertume, ça te prend à la gorge en fait, c'était incroyable. Et Kalam de Paul Beorn, puis chez Brajlon, c'est une duologie que j'ai adoré aussi. Tu sais, c'est un peu le truc en mode le nom du vent je crois, où t'as une héroïne qui va relater à quelqu'un toute son histoire, comment elle en est arrivée là, et en fait elle va relater également l'histoire d'une légende qui est un personnage profondément mélancolique, dépressif, et sa dépression s'est menée avec... c'est tellement... En vrai, très bon choix Elodie, franchement, parce que les deux m'ont touchée d'une même façon, d'une façon assez similaire, c'est-à-dire par une majesté mélancolique, poignante, fataliste également. Genre, à la fin, tu te dis... ça aurait pu difficilement se finir autrement alors que c'est horrible, c'est des fins tellement tristes. Je pense que je vais faire gagner Kalam. Ouais mais dans la Rose de Versailles il y a les musiques qui sont sublimissimes. Mais je vais quand même faire gagner Kalam. Le personnage du mec dépressif, mélancolique et tout, c'était... Ouais non franchement c'était incroyable de le découvrir
parce qu'il est tellement mystérieux et surtout que tu le découvres d'un point de vue extérieur, d'un point de vue biaisé d'une femme qui a plein de suppositions, plein d'espoir vis-à-vis de lui. C'est pas une romance, hein, vraiment loin de là, et c'est ça qui était super cool aussi parce qu'au centre c'est une relation qui est tortueuse, qui est tourmentée, qui est vraiment difficile et ça te tient en haleine. Et non, franchement, Calam de Paul Béran, ouais. Ça fait combien? Ça fait 3-1 pour la team manga. La fin de Calam, j'ai tellement chialé. C'était tellement beau. Pas l'épilogue. L'épilogue, il était nul. Il m'a gâché l'émotion. Mais la fin est incroyable. Shiki de Fumi Ono et Ryu Fujisaki contre le... Très bon choix, Elodie. Très bon choix. Le chuchoteur de Donato Carisi. Tous les deux ça baigne dans une atmosphère hyper angoissante, sont opprimés, oppressés. Le chuchoteur, c'est... du coup, je prends toute la série du chuchoteur. C'est ma saga de thriller préférée parce que j'adore comment Donato Carisi décline la psychologie des serial killers. À chaque fin des tomes, il y a une double révélation. Genre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, jusqu'au dernier mot. Et à chaque fois, je suis en mode... un moment dans le 3e tome, je crois, à l'égaré, j'en ai pleuré de choc à la fin. Pleuré de choc, pleuré de putain il m'a eu, et pleurer de satisfaction parce que quand tu te fais autant piéger dans un thriller, c'est le but, mais ça ne me fait pas le poids contre Shiki. Shiki que j'ai surtout découvert en anime, mais le manga il grouille de vices, de quelque chose de hyper malaisant. C'est une histoire de vampire, c'est dans un village, c'est l'été, c'est la canicule. T'as l'impression d'être prisonnier dedans. C'est surtout des anciennes générations qui vivent, qui colportent des rumeurs, qui font peser sur le village une atmosphère pas du tout accueillante. Et ensuite, il y a une famille riche qui vient emménager dans un manoir qui est tout au fond de la forêt du village, là. Et à partir de là, il y a des événements qui vont s'en suivre, des événements dramatiques avec des morts qui semblent ressurgir la nuit. C'est comme s'il y avait une sorte d'épidémie. Bon voilà, évidemment c'est des vampires. La manière dont ça décrit, donc ça montre les vampires et la dualité avec l'humain, c'est du génie et ça m'a poignardé le cœur. Et c'est sublimé avec la musique, mais tellement enchanteresse et en même temps hyper hypnotisante et glauque et tragique. C'est des touches de musique incroyables. Je vous mettrai l'OST Eau de Vie en barre d'infos. Faudra que vous l'écoutez, il est incroyable. Et ça vous donnera un aperçu de l'atmosphère de Shiki. Et les derniers épisodes, les derniers tomes, les derniers chapitres de Shiki, c'est un bouleversement. Il y a tout un processus de déshumanisation qui est progressif et qui est puissant et extrêmement violent à voir. Il y a toujours cette atmosphère hyper mélancolique, hyper tragique qui fait que ça te prend à la gorge. Et encore maintenant, j'y repense et je suis en mode waouh quoi. Incroyable. Donc Shiki vraiment, même si j'adore le chuchoteur, mais Shiki c'est haut la main en termes d'horreur, en termes d'angoisse aussi, parce que tu pries pour les personnages. T'as ce sentiment d'impuissance en fait, en mode j'aimerais arrêter tout ça, parce que c'est tellement violent, c'est au-delà de toute humanité, mais tu peux pas. Et c'est des sentiments qui me hantent encore maintenant. Alors que le chuchoteur en vrai, bon voilà c'était cool, c'était choquant, mais tu prends une certaine distance quand même, voilà. Mais Shiki... One Piece, Eiichiro Oda chez Glénat, One Piece, que dire d'autre, contre Les Larmes de l'Assassin de Anor Bondou. Alors, Les Larmes de l'Assassin, c'est un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Ça aborde les sujets de seconde chance, de rédemption, de relations paternelles très dysfonctionnelles, et c'est tellement touchant, c'est très émouvant. Anor Bondou elle joue très bien avec les registres, avec les tons narratifs pour dénoncer la peine de mort de manière très efficace, surtout auprès des jeunes, et c'est fait avec beaucoup de pudeur et de sensibilité, donc vraiment c'est vraiment un roman que j'affectionne énormément, et j'aimerais bien le relire parce que j'avais découvert il y a assez jeune, donc je pense que maintenant ça me toucherait d'autant plus. Et One Piece... One Piece c'est un tout, hein. Il y a ça, il y a genre les dénonciations d'injustice et tout, avec plein d'autres choses, avec des personnages immensément attachants, avec Luffy qui est le meilleur héros de shonen pour moi. Quand je repense à Luffy, quand je regarde des analyses sur lui, il me procure un bien fou. En fait, c'est comme si c'était un compagnon palpable dans ta vie tellement il illumine ta vie
à travers l'écran, tellement il a une authenticité qui coule subtilement et naturellement. J'ai vécu une panoplie d'émotions avec One Piece. J'ai rattrapé récemment les épisodes du coup et les scans également et c'est un truc de dingue ce qui se passe en ce moment, hein. On commence à palper les révélations, tout ce qu'il y a de plus enfoui dans cet univers là et pour faire ressurgir et c'est incroyable et c'est adrénalisant. Donc One Piece encore une fois haut la main. Kimi ni Todoke qui est un shoujo de Karo Shina que je suis en train de redécouvrir sur Netflix parce qu'il y a la 3ème saison qui est sortie. VS La Cité de Laiton. Oh putain. De S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. Kimi ni Todoke, j'aime beaucoup parce que c'est un shoujo qui est hyper tendre. On renoue avec vraiment la romance la plus pure possible. Il n'y a pas de tension sexuelle ou quoi. En fait, c'est ça que j'aime pas trop dans les romances. Et parce que, je sais pas, je trouve que c'est pas très nécessaire ou quoi. Et là, dans Kimi ni Todoke, c'est vraiment la pureté, tu vois. Là, ils sont à 150 épisodes ou je sais pas quoi, ils sont toujours pas embrassés. Il y a plein de gêne, de maladresse, de timidité, de pudeur. Et je trouve que c'est tellement attendrissant et ça fait du bien et c'est hyper réconfortant. Je trouve que la manière dont ça arrive à développer, à faire le portrait des sentiments des personnages, c'est fait avec pas mal de nuances et ça prend son temps. Vraiment, c'est doux et c'est lent et ça fait du bien. La Cité de Laiton, c'est une de mes sagas de fantasy préférées de ces derniers temps. Et la particularité dedans, c'est que, je sais pas si t'as pris ça en compte Elodie pour faire ce choix-là, parce que c'est quand même bien pensé, c'est que dans la Cité de Laiton, il y a une romance, et c'est rare que j'accroche à une romance dans une fantasy, parce que la romantasy, vraiment, j'aime pas, ça me saoule. Mais dans la Cité de Laiton, les deux personnes, c'est un enemies to friends to lovers, du coup c'est vraiment progressif, tu vois. Et leur étape quand ils sont amis, ça m'a permis d'avoir du temps pour les shipper, pour apprendre à les connaître, apprendre à me familiariser avec leur alchimie, à m'y attacher. Quand tu vois que les sentiments commencent à éclore, je trouve que c'est fait avec tellement de réalisme et ça coule de source en fait. Ali c'est genre mon number one dans la vie, c'est mon book boyfriend number one. Après le tome 3 de la Cité de Laiton, j'ai moins accroché. Mais j'ai adoré la fin, la conclusion de la romance. Je trouve que c'est exactement ce que je voulais. Vraiment, ça s'est pas précipité, ça prend son temps, ça reste hyper rafraîchissant. Ça va pas aller dans le fanservice de tension sexuelle, machin truc et tout, c'est pas du tout forcé. Même s'il y en a, hein, il y a de la tension sexuelle, hein, si ça vous intéresse et c'est bien fait. Je pense que je vais aller dans la Cité de Laiton parce qu'il y a le côté fantastique qui rajoute un plus non négligeable et ça m'a quand même tenu en haleine. Dans les 2 premiers tomes, vraiment les 2 premiers tomes, ils étaient oufissimes. Il y a aussi des relations familiales qui sont tellement... Mais dans Kimi ni Todoke, il y a des relations amicales qui sont tellement bien mises en avant, qui sont mises en avant au même niveau que la romance et ce qui est pas non plus négligeable. Mais je pense que la Cité de Laiton, allez, ça gagne. Mais Kimi ni Todoke, c'est-à-dire là, j'ai trop hâte de reprendre les épisodes de la saison 3 parce que j'ai pas encore fini. C'est-à-dire que là, normalement, j'efface. Ah, c'est horrible. Mais bon, c'est Barakamon qui gagne, je suis sûre et certain. Ah, c'est très bon choix ça. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko et Barakamon de Satsuki Yoshino. 2 œuvres slice of life qui m'ont procuré énormément de bien, d'émotions, qui m'ont fait extrêmement rire. Je suis ton soleil, surtout ça a été une surprise totale parce que je l'ai jugé au titre, je l'ai jugé à la couverture qui m'a pas semblé attrayante. J'étais en mode ouais ça va être hyper niais alors que le titre c'est le plus beau titre que j'ai lu de ma vie quand tu connais la signification derrière. C'est un truc de dingue. Et ça m'a tellement fait rire et ça m'a fait pleurer. Mais Barakamon c'est ça, c'est tout ça aussi, c'est des émotions, c'est de l'humour, mais c'est l'un des mangas les plus drôles que j'ai lu de ma vie. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, encore une fois, sur mes mangas préférés. Mais c'est surtout aussi de l'inspiration. C'est une inspiration qui me tient énormément à cœur sur le fait de se détacher de la pression de la société pour essayer de prendre du recul également sur tes aspirations personnelles. Est-ce que tu veux vraiment avec ta conception du bonheur, ta conception de la réussite professionnelle. Et c'est une bouffée d'air frais qui m'est tellement précieuse. Je suis désolée, je suis ton soleil, mais je vais garder Barakamon, je peux pas l'enlever. C'est un espoir encore pour moi, tu vois, là où je suis en train de encore dériver pas mal. Donc non, Barakamon, et puis je prends tellement de plaisir à relire, quoi. C'est tellement drôle, les gags me font tellement rire. Saiki Kusuo no Psinan contre Moon Brothers. C'est quoi ce choix, Elodie? T'as mis en duel l'anime le plus drôle ever
et l'un des romans les plus bouleversants, les plus tristes ever, genre. J'aurais tendance à dire Saki Kuso parce que vraiment l'humour, ça me fait toujours autant rire, vraiment les gags. Et puis il y a aussi une certaine tendresse parce que plus tu t'attaches aux personnages et puis tu t'attaches à leurs moments qui sont plus doux, tu vois, à leurs amitiés qui se développent de manière tellement naturelle à travers les moments comiques et tout, et c'est fait avec tellement de fluidité. Et Moon Brothers, c'est un livre sur la peine de mort qui est immensément bouleversant. Ça m'a tenu en haleine parce que je voulais changer les choses jusqu'à la dernière page, et c'est une histoire de fraternité qui est immensément puissante. Je suis pas forcément hyper impactée par la plume de l'autrice Sarah Crossan, mais dans ce livre-là, c'était puissant. Et vraiment, j'ai tellement pleuré, j'avais des sanglots, j'avais le cœur qui me brisait. En fait, je sentais mon cœur qui se brisait. Enfin, il se brisait pas vraiment, mais parce que sinon je serais morte. Mais je ressentais une douleur physique. Vraiment, je ressentais une réelle douleur physique. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Après dans Saki Kuso, ce que j'aime bien aussi, c'est que le protagoniste il me touche parce que c'est un protagoniste qui est hyper introverti, qui veut rester dans son coin, qui parle jamais et tout, mais il se rend petit à petit compte que c'est pas grave tout ça et que ça n'a pas empêché des gens de l'apprécier. Et moi, en étant introvertie, c'est quelque chose qui est hyper doux et hyper émouvant à voir parce que tu sais, il y a ce complexe en mode ouais, mais si je parle pas beaucoup, les gens ils vont s'ennuyer avec moi, alors que là, Saiki, il parle pas beaucoup, mais les gens sont toujours attirés par lui, par ce qu'il dégage, et également par sa gentillesse sincère et très réservée. J'ai quand même gardé Saki Kuso, mais Moon Brothers, ça me fait chier. Hein. Marche comme Like a Lion de Shika Umino. Encore une fois, je pense que c'est le manga qui va gagner. Lonely Castle de Mirror de Mitsuki Sugimura. Très très bon choix, Elodie. Très très bon choix. Alors, les deux sont terriblement humains et abordent des sujets sociaux, surtout au niveau des adolescents, au niveau scolaire, notamment le harcèlement scolaire. Dans les deux, ils sont extrêmement bien abordés, mais vraiment. La manière dont ça dépeint la mélancolie des adolescents, leur manière d'être perdus et tout en rajoutant beaucoup de tendresse et de douceur, et dans les relations entre les personnages, c'est fait avec tellement de délicatesse. Les deux sont extrêmement précieux pour moi. Lonely Castle de Mirror, les émotions, la fin, il y a une poésie dans la fin. Je pense que non, je peux avoir un joker ou pas? S'il vous plaît, je peux avoir un joker et vous me donnez un gage à faire dans la prochaine vidéo ou quoi? Parce que là, je veux pas. C'est quoi la suite? Blue Lock, ok, de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Nevermore, oh la main. Non, quand même non. Blue Lock, c'est un manga de sport, pas du tout collectif. Le but, c'est d'être le plus égoïste possible pour réussir du mieux possible et devenir le futur joueur de football #1 du Japon. Et du coup, les gens ils sont hyper égoïstes, ils sont hyper individualistes. Et en vrai, c'est hyper badass et ça fait des matchs, limite des combats de malades. Et ce que j'adore avec Blue Lock, c'est que même si c'est hyper individualiste, mais il y a des relations de personnages qui sont très humains. Il y a des amitiés qui me touchent extrêmement beaucoup. Il y a aussi un personnage dans lequel je me reconnais énormément et qui m'inspire de ouf. Nevermore, c'est genre mon Harry Potter, mais de ma vie d'adulte. Genre Nevermore, c'est Nevermore, haut la main. Même si, non, putain, c'est-à-dire j'ai oublié Bachira, mais Blue Lock, ce qui me fait chier, c'est au niveau des personnages, parce que j'adore les personnages, j'adore leur développement, leurs relations, ça va procréer tellement d'émotions. Les matchs aussi, c'est adrénalisant. Mais Nevermore, c'est drôle, il y a des relations de personnages qui sont tellement attendrissants, les amitiés, il y a des mystères aussi, il y a le tome 4 qui va bientôt sortir en octobre, je suis comme une dingue. Si je l'enlève, il me manquerait un truc dans ma vie de lectrice de roman. Ça me procure un bien fou et c'est un élément tellement rafraîchissant et tellement coloré et... Nevermore. Run with the Wind, alors en fait Run with the Wind, le truc c'est qu'il existe également en roman, j'ai découvert en anime, j'ai pas encore lu le roman mais le roman il va bientôt sortir en anglais donc prochainement. Run with the Wind et... Je vais te faire foutre Elodie, vraiment va te faire foutre. Run with the Wind, alors l'anime c'est une histoire de course de relais. Le sport en fait est utilisé comme métaphore pour la vie, pour montrer la progression, l'épanouissement personnel de jeunes adultes, que ce soit au niveau collectif ou individuel.
c'est hyper inspirant, la musique elle est dinguissime, elle est d'une majesté, d'une émotion poétique qui te transporte. J'ai tellement pleuré, j'adore les personnages, j'adore l'atmosphère, c'est comme une bulle de tendresse, de chaleur, c'est comme un autre foyer quoi tu vois. Et Radio Silence c'est tout simplement une thérapie personnelle, voilà c'est tout simplement mon comfort book. Mon roman préféré peut-être à l'heure actuelle, c'est le roman que j'aurais voulu écrire ou que j'aurais voulu lire quand j'étais ado. C'est le roman parfait. Les deux m'inspirent, les deux sont hyper importants au niveau des personnages, des messages. C'est toutes les deux des compagnons hyper importants dans ma vie. Voilà, pour m'aider à relativiser, à prendre du recul sur moi-même. Vous savez quoi, genre je vais tricher. En gros, Run with the Wind, comme je l'ai dit, il va sortir en roman en anglais. Parce que de base c'est un roman. Avant d'être un anime et du coup j'espère que si j'efface Run with the Wind l'anime, c'est pas le même support que le roman, donc peut-être que ma vie va croiser la route du roman et je vais pouvoir redécouvrir le roman et en être de nouveau touchée. Donc je gardais Radio Silence. C'est complètement de la triche, je vous l'avoue, mais je peux pas choisir. Je vais prendre le risque d'effacer Run with the Wind et si je ne croise plus sa route, et bah c'était le destin. En fait Radio Silence c'est genre un retour sur moi-même, alors que Run with the Wind c'est un soutien pour les années à venir. Mais Radio Silence ça m'a permis de me sentir validée dans mon vécu. Écoutez, je pense que je vais quand même effacer Run with the Wind parce que en termes d'inspiration pour l'avenir, j'ai déjà One Piece, j'ai My Hero Academia, j'ai Barakamon et tout. Alors que Radio Silence, un roman qui me permet de faire un retour sur moi-même, comme ça, de manière très intime, j'en ai rarement eu. Donc vas-y, j'efface Run with the Wind, j'arrive pas à y croire, Fruit Basket de Natsuki Takaya, chez Delcourt, Une vie comme les autres. De Aya Yanega, très très bon choix. Les deux œuvres, ça me bouleverse par leur humanité, par la manière dont ils décrivent les traumatismes des personnages. C'est hyper poignant, mais je pense que je vais garder Fruit Basket. Une vie comme les autres, j'ai immensément adoré. Ça a été mon coup de cœur au même titre que Radio Silence. Ce sont des personnages dans leur vingtaine d'années auxquels je m'identifiais énormément, mais ça m'a aussi beaucoup traumatisé et il n'y a pas de lueur d'espoir, voilà. Alors que Fruit Basket, c'est des traumatismes. Et c'est une panoplie de personnages qui sont tellement forts également, tellement courageux, des développements de personnages qui respirent l'espoir. Et c'est amer aussi, c'est très amer, c'est très poignant, ça m'a foudroyé et tout, et c'est une œuvre surtout avec laquelle j'ai grandi, et des personnages mais terriblement humains. Les traits de personnalité, c'est toujours genre profond et justifié, genre la gentillesse de Toru, de l'héroïne, ça ne part pas de nulle part, ça part de quelque chose de vraiment très profond, etc. T'as Yuki qui est un personnage incroyable. Non, Fruit Basket, il gagne, parce que vraiment, Une vie comme les autres, c'est cool, mais c'est hyper pessimiste. Kingdom de Yasuhisa Hara. Non. Bravo Elodie. C'est extrêmement bien choisi Elodie, parce que en fait les deux œuvres se situent en Chine et couvrent un pan historique de la Chine et à chaque fois c'est hyper passionnant. Kingdom c'est la période des royaumes combattants avant l'unification de la Chine par le premier empereur, et The Poppy War c'est une revisite hyper bien faite de la période 1900-1930, un truc comme ça. Kingdom ça se démarque par son epicness, par la noblesse des personnages, par le fait que c'est le manga qui m'a procuré le plus d'adrénaline. Genre vraiment, j'en tremblais, j'avais le cœur qui s'affolait, j'en avais des sueurs, vraiment je transpirais de stress, tellement j'étais happée par le destin des personnages. The Poppy War, j'ai adoré par le réalisme et la brutalité avec laquelle est dépeinte la guerre, des personnages hyper tragiques. Et Rin, en fait, la protagoniste, elle m'a redéfini le concept d'anti-héroïne. En fait, elle a placé la barre très haut parce que Rin, c'est un personnage qui se déshumanise, qui devient un monstre. Puis son amitié avec Kitai. Au niveau du réalisme de la guerre, Kingdom a une epicness qu'il n'y a pas dans The Poppy War. Et ce que j'ai apprécié dans The Poppy War, c'est que ça montre qu'il n'y a pas de vainqueur. Au niveau des recherches historiques, Kingdom, c'est un travail monumental parce que ça va aborder des batailles qui sont très peu connues dans l'histoire, parce que ça va vraiment fouiller une seule période, mais en profondeur, tu vois, genre. Et ça va remixer le tout pour le fictionnaliser, mais de manière tellement intelligente. Ce Poppy War,
c'est plus vaste et même si c'est un travail monumental j'imagine, mais il y a plus de liberté qui est prise parce qu'il y a un côté fantastique. Le souvenir que j'ai avec Kingdom c'est plus puissant qu'avec The Poppy War. The Poppy War aussi c'est beaucoup d'émotions, de la frustration, de l'adrénaline, en mode du stress, en mode qu'est-ce que la protagoniste va faire de pire que ce qu'elle a déjà fait. Tu peux pas t'arrêter, c'est hyper fataliste et c'est ça que j'ai adoré. Mais j'ai quand même effacé The Poppy War. Oh, putain mais il y a l'amitié entre Rin et Kita. Je gardais Kingdom parce que le souvenir de Kingdom est plus puissant et plus grisant que The Poppy War, mais... J'espère que c'est le dernier. J'espère que c'est... Attends, elle a écrit en honneur des deux séries iconiques que tu m'as fait découvrir. Donc, Gintama, c'est Gintama qui va gagner, c'est sûr et certain. Mais, et c'est quoi l'autre série en roman que je t'aurais fait découvrir? Non, je sais pas. Ah oui, bah oui, évidemment. Les fiancés d'hiver de la passe miroir de Christelle Davos. Gintama de Hideaki Sorachi. Merci Kana d'avoir publié en France. Là, elle confronte mon manga préféré ever et mon ancienne saga préférée ever. En matière de souvenirs, d'expérience de lecture, les deux se valent presque. Parce que Les fiancés d'hiver, c'était vraiment ma saga préférée d'adolescence. Pour une fois, j'adore la romance principale. La manière dont on dépeint la romance, c'est fait avec beaucoup de réalisme. Ça n'a pas forcément romantisé, ça n'a pas forcément glamouriser certains trucs parce que c'est pas des personnages qui sont glamour, tu vois, sur lesquels tu vas forcément fantasmer. Genre Thorne, il est même pas décrit comme beau, tu vois. Mais c'est ça que j'ai adoré. Mais le 4e tome, je trouvais que c'était moins bon. Et à la fin, j'ai trouvé très abrupte. J'ai pas aimé la fin. Alors que Gintama... J'en parlais, je vais faire une vidéo consacrée à Gintama parce que c'est mon manga préféré ever. Ça a bouleversé ma vie. En fait, si on enlève Gintama de ma vie, on enlève une partie de ma personnalité. Même si enlever, effacer de ma mémoire les fiancés d'hiver, ça m'enlève énormément de choses aussi. Mais Gintama, c'est des rencontres aussi, à travers le cosplay, à travers les réseaux sociaux. C'est une passion que j'ai pu exploiter sous forme de blog. J'ai consacré un blog sur plusieurs années à Gintama et ça m'avait tellement passionnée de le faire. C'est une philosophie de vie aussi qui me tient à cœur, que j'essaie d'appliquer. Non, bah Gintama, oh là, de toute façon, il n'y a rien qui aurait pu rivaliser avec Gintama, genre. C'est le summum, tu vois, genre. Bonus round. Mais attends, mais ça dure déjà du... Bon les gars, ça a coupé parce que j'avais plus d'espace sur mon portable. Comme par hasard, quand on tombe sur Sarah J. Maas, haha, elle m'a procuré que du bonheur dans ma vie, celle-là. Ah, le bonus round, c'est avec des livres que je détesterais potentiellement. Hein, merci Elodie. Un palais d'épines et de roses et Crescent City de Sarah J. Maas. Alors, je choisis Crescent City tout simplement parce qu'un palais d'épines et de roses, j'ai essayé de le lire, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai immensément ragé, c'est genre, je crois, la saga que je déteste le plus. Et Crescent City, en fait, je l'ai pas encore lu. Et en vrai, c'est un livre qui me tenterait, même si je sais que ça va me faire rager, en fait, je vais pas aimer. Mais je vais quand même peut-être tenter par curiosité, par espoir. Le côté fantastique, apparemment, c'est beaucoup plus prononcé, voire trop prononcé, parce qu'apparemment, au début, t'es complètement perdu avec tous les termes nouveaux. Peut-être que ce sera moins pire que un palais d'épines et de roses. Je pense qu'on peut facilement faire mieux que ACOTAR dans mon expérience de lectrice. Voilà, fin. Tout d'abord, merci Elodie de m'avoir fait ce diapo en or. Hein. Ça m'a coûté des larmes, ça m'a coûté des larmes de sang, ça m'a coûté beaucoup de sueur parce que j'ai transpiré dans cette vidéo, parce qu'il faisait de plus en plus chaud, parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Merci, franchement, très bonne sélection, très bon choix surtout. T'as réussi à vraiment accorder certaines œuvres avec une certaine logique au niveau de la thématique, au niveau des émotions. Merci à vous également d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. C'est la team manga qui a gagné. J'ai plus de force, je sais même pas quoi faire comme conclusion. J'ai plus de force. Bon bref, merci Elodie, merci à vous de m'avoir suivi dans ces tourments-là et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures aussi tortueuses et passionnées de la littérature. Voilà, merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!